Monsieur Candide Azanaï, vous êtes homme politique, président du parti Restaurer l'Espoir, ancien ministre délégué chargé de la défense nationale du premier gouvernement Talon. Vous avez été fait commandeur de l'ordre national. Monsieur Azanaï, vous êtes également coordonnateur national de la résistance nationale. Bonjour à vous. Bonjour cher ami, merci de m'avoir accordé cette occasion. C'est un devoir. Vous nous accordez le présent entretien à une période critique de la vie sociopolitique du Bénin. La campagne présidentielle est ouverte sur fond de crise politique et sociale, et ce depuis 2016, et c'est un secret de polichinelle que de le rappeler. Le président de la République, Patrice Talon, a engagé une série de réformes, lesquelles, selon lui, constituent la pomme de discorde de cette grosse mésintelligence. Faux, rétorque l'opposition, et mieux encore, la résistance dont vous êtes un acteur de premier plan. Dites-nous, quel est le problème, M. Azanaï? D'abord, je voudrais vous remercier et puis remercier tous ceux qui peuvent nous écouter, nous écoutent et qui sont un peu friands de comprendre les faits de leur pays. Parce qu'il faut connaître pour savoir et savoir pour pouvoir agir. D'abord, vous me permettrez de relever qu'il ne s'agit pas d'une campagne présidentielle en cours, mais c'est un artifice de maquillage d'un coup d'État. Donc, ce qui se passe, c'est que le président Talon organise un maquillage de coup d'État en règle, un coup d'État en règle qu'il est en train de perpétrer, et le parachèvement, c'est ce maquillage qu'il est en train de faire. Parce que le mois d'avril au Bénin n'est pas un mois des élections, c'est un mois de prestation de serment pour le nouveau président, un mois de fin de mandat pour l'ancien président. Donc, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'une élection présidentielle, il ne s'agit pas d'une campagne électorale, il s'agit d'un maquillage pour parachever un coup d'État complexe, mais de type nouveau qu'on est en train de voir. Voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à cette affaire qui est triste d'ailleurs. Maintenant, vous posez le problème. Quel est le problème? Quel est le grief? Le grief, c'est très simple. Je l'ai dit, je l'ai redit et je le dirai toujours. Vous savez, nous sommes obligés de dire la même chose sous plusieurs coutures, j'ai l'habitude de le dire. Le grief porte sur quoi? Sur un des nôtres, en l'occurrence, M. Patrice Talon, qui, au détour d'un discours de campagne, d'un engagement de campagne en 2016, a dit Ubi et Obi, moi, je suis venu pour promouvoir la démocratie. Il va jusqu'à dire, tel que j'ai analysé, mon diagnostic dit que le pouvoir exécutif est surpuissant. Je viens pour équilibrer les pouvoirs, pour promouvoir la démocratie. Mais ce discours, une fois que Talon est venu au pouvoir, il prend le contre-pied exact de tout ce qu'il avait dit publiquement. Ça, on ne peut pas l'accepter. Le point de départ du grief est là. Personne ne doit l'accepter. La politique n'est pas un jeu de hors-la-loi, des gens immoraux. La parole continuera toujours d'être sacrée en politique. Donc, le grief est là. Et il faut reprendre, il faut relire les choses. Dès qu'il est venu en même temps, il remet en cause sa parole. Parce que du point de vue économique, il fait de l'imposture morale d'abord. Oui, de l'imposture morale, ça va vous paraître un peu compliqué ce thème, mais il s'agit de quelqu'un qui est moral, mais qui pose des actes totalement contraires à son engagement moral. Parce que l'homme est la moralité. L'humain commence avec la morale. Alors, il dit ceci pendant les campagnes. Moi, je vais renoncer aux gains issus du verdict de la CCJA dans le cas des affaires ténébreuses que vous connaissez. Il a dit non seulement il renonce à prendre les amendes, mais il renoncera aussi à ses affaires. Mais dans le premier mois, il n'a pas renoncé. Vous savez ce qui s'est passé dans le premier mois?
les premiers conseils des ministres. Et secondo, il fait un faux glissement où il devient en même temps juge et partie dans le domaine des affaires de l'État. Et ça, c'est très délicat et très subtil pour comprendre. Lorsque, vous vous souvenez, il transfère ses affaires à ses proches, aux membres de sa famille, et il a dit au cours d'une discussion qu'il voit avec eux. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il n'est pas resté là. Il fait encore de l'imposture sur les droits et les libertés. Regardez ce qui s'est passé avec les étudiants, la suspension des associations de la liberté estudiantine. À l'université, il n'y a pas d'université sans liberté. Parce qu'il n'y a pas de savoir, l'éclosion du savoir et de la raison sans la liberté. Mais voilà, vous vous souvenez de ce qu'il a fait. Et puis, Blanc, il continue d'escalade en escalade, jusqu'à ce que les décisions de la Cour même constitutionnelle il se met au-dessus des décisions. On en était là et puis on voit que, mais c'est quoi? Il donne, dès les premiers mois, il donne les clientants et le comble, c'est la révision de la Constitution. C'est-à-dire, il s'engage dans une personnalisation éclair de la Constitution. Voilà un peu les griefs. Là, vous étiez encore au gouvernement, M. Azanaï Kandé. Bien sûr. Et vous savez pourquoi j'ai démissionné? C'est les raisons. Les gens auront du mal. Beaucoup ne sont pas habitués à regarder le soleil à l'œil nu. Et puis c'est normal. Même les grands scientifiques prennent des lunettes noires. Alors, si vous êtes obligé de prendre du noir pour regarder la lumière, vous comprenez qu'il y a un problème. Il faut arriver à un niveau où vous soyez capable de regarder la lumière sans le noir, sans les prises du noir. Et c'est ça qui fait le problème. J'ai démissionné le 27 mars, mais la première tentative de la révision de la Constitution a été engagée à l'Assemblée nationale le 4 avril et ça a échoué. Donc, ça venait, ça se préparait. Donc, vous voyez, le grief, les prémices des griefs étaient là. Mais là où tout est devenu un scandale pur, c'est le certificat de conformité, c'est l'exclusion, c'est les tueries. Et ça devient inacceptable, inadmissible. Et il y a un enchaînement de faits. Avant qu'on en arrive à là, il y a un système sous le couvert des réformes. On démantèle toutes les lois consensuelles, toutes les lois qui promeuvent la liberté, les droits de l'homme, la dignité, l'état de droit. On les détricote complètement et progressivement on passe de l'état de droit à l'état de loi par une inflation législative. Or, tous les spécialistes vont vous dire, l'état de loi peut être ou est souvent éthiquement illégitime, pour employer une expression de Hannah Arendt. Et c'est inadmissible. Et je trouve des gens qui disent, mais c'est la loi. Non. La loi est enfermée dans du normatif, dans du moral, dans du sociologique, et dans l'utilitaire, et dans le renforcement des valeurs et des principes compatibles avec les droits fondamentaux et les droits universels. Vous insinuez par là, M. Azanaï, qu'il y a eu de ces lois qui ne sont que des lois taillées sur mesure. Ce n'est pas taillé sur mesure. Nous ne sommes pas encore ici dans du taillé sur mesure. Nous sommes dans du déni de l'état de droit. Okay. Nous sommes dans de la perversion. Et c'est ce que j'ai dit en disant que c'est ceux-là qui sont au pouvoir sont atteints d'une maladie du pouvoir qu'on appelle l'hubris. L'hubris chez les Grecs. Les Grecs, c'est la démesure, l'absence de censure, la voracité. On se croit sans limite. Et c'est une pathologie du pouvoir. Une sorte de boulimie du pouvoir. C'est extrêmement grave. Donc le grief est là. Le grief n'est pas... Moi, je n'ai pas de problème de personne, non. Le grief n'est pas là. Et je ne suis pas entré en politique non plus. Pour les avantages, les prébendes, les ci, les ça. Je suis entré très jeune pour les valeurs et les principes. Et j'ai consacré toute ma vie aux valeurs et aux principes. Ce ne sont pas les avantages, les strapontins de poste de ministre. Non, non, non. On ne peut pas me donner ça. Et puis j'ai une responsabilité aussi. Quand je suis à la table autour de la table du Conseil des ministres,
et de la table des comités interministériels, j'ai l'habitude de dire aux gens, dans des situations critiques, ce n'est pas ce qu'on a dit au peuple. Ah oui. Ah oui, ce n'est pas ce qu'on a dit au peuple. Et si on n'a pas dit ça au peuple, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Donc, le problème, il faut que le peuple entier, tout le monde comprenne le problème que nous avons au Bénin. C'est ça. Nous n'avons pas d'autre problème. Nous avons quelqu'un qui est devenu un imposteur attitré. Et face à cette imposture, qui devient même pathologique, il n'y a qu'une seule solution, en découdre avec l'imposteur. Nous devons en découdre avec l'imposteur, mais pas avec les armes de l'imposteur. Ah oui. Pas du tout. Nous devons en découdre avec l'imposteur en allant puiser les armes dans la Constitution. C'est dans la Constitution que nous allons puiser les armes pour faire face à l'imposture. Pas ailleurs. Et nous pouvons utiliser les formats qui existent, mais le format que moi je propose, c'est le format de la non-violence. Essentiellement tourné sur la puissance du discours, le maniement, le recours au principe et la puissance du discours. Et ça là va se faire, et le grief que nous avons, c'est le grief, pour rester dans le cadre de la question que vous avez posée. C'est clair, à ce grief, à ce bouquet de griefs, il y a des faits, incidents qui sont venus. Oui. Par exemple, lorsqu'on a tué, il faut une justice, il faut une réparation, il faut une réhabilitation de la mémoire des victimes innocentes. On ne peut pas passer par perte et profit des gens qui sont tués dans ces conditions, qui ont perdu la vie dans ces conditions, qui sont des victimes. On ne peut pas également passer par perte au profit des assassins, les tueurs, les commanditaires. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc, si nous résumons le grief, je viens de décrire, c'est la mise à sac de la démocratie, c'est le bradage et la profanation de l'héritage de la conférence nationale, mais le grief, c'est aussi les tueries, la nécessité de rendre justice aux morts et aux victimes, et aussi la nécessité de punir, d'identifier et de punir, puisqu'ils sont identifiables, ceux qui ont tué. Voilà un peu. Je ne sais pas si je suis dans votre question. Oui, je vous comprends. Mais cependant, je suis tenté de m'interroger, M. Candidat Zanaï, pour me demander, mais tout ce que vous fustigez ou reprochez au régime Talon, suffit-il pour expliquer cette inquiétante léthargie de l'opposition politique? Cette situation ne révèle-t-elle pas plutôt les limites ou l'absence d'organisation d'une classe politique prise de court? Parce que là, depuis votre départ du gouvernement, vous êtes rangé dans l'opposition. Et après, on vous a retrouvé dans la résistance. Mais, depuis l'opposition ou la résistance reproche énormément de choses au régime en place. Mais cela ne traduit-il pas une sorte de faiblesse ou de manque de stratégie de l'opposition? Non, écoutez, vous savez, lorsque nous sommes des acteurs politiques, nous ne venons pas, nous ne sommes pas, ce n'est pas les mêmes expériences, ce n'est pas les mêmes parcours, donc ce n'est pas les mêmes lectures de la même chose. Vous savez, vous pouvez avoir la même chose et un expert va lire ça d'une autre manière, comme un profane va lire ça d'une autre manière. Pour moi, et pour tous les spécialistes et pour tous les hommes sérieux, lorsque nous parlons de démocratie, nous pouvons être opposants si nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont un gouvernement, un pouvoir s'exerce dans un régime démocratique. Parce que d'abord, il faut déjà faire la différence entre régime et pouvoir. Le régime béninois est un régime de démocratie. Donc l'exercice du pouvoir doit se faire de manière compatible avec les prérequis, les référentiels de la démocratie tels que conçus par la conférence nationale et tracés, fixés dans le marbre de la Constitution. Alors, aussi longtemps que nous serons en démocratie, nous pouvons nous opposer, utiliser les armes de l'opposition. Alors, nous proposons des idées, nous proposons des schémas, nous allons vers les populations, et puis c'est classique, nous pouvons discuter, trouver des aménagements, et la population tranche, soit par elle-même directement, sous forme du peuple, ou
par les représentants de ces populations qui sont aussi les représentants du peuple au sein d'un parlement, mais qui soit représentatif. Là, nous sommes dans un système de démocratie. Et puis, il y a aussi, quand on parle de démocratie, on parle de la confiance en la justice et aux lois et aux législateurs. Si ça, c'est comme ça, nous pouvons continuer de parler de l'opposition. Mais à partir du moment où nous faisons le constat factuel, évident, que personne ne peut nier, que, il y a exclusion, nous devons commencer par nous inquiéter. Et c'est le 1er février, et le responsable, c'est Diogbenou. Diogbenou ne peut pas se soustraire à cela, à ce qui arrive. Diogbenou, c'est le président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Joseph Diogbenou, je le dis, il ne peut pas se soustraire aux dégâts que nous avons aujourd'hui. Parce que le concept de l'exclusion est incompatible avec la Constitution et incompatible avec les droits fondamentaux et les valeurs démocratiques. Mais quelle est cette corrélation que vous faites entre Diogbenou et... Le certificat de conformité a été décrété, a été inventé, imposé par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas une cour sans limite, ce n'est pas une cour de diablotin, ce n'est pas une cour de magiciens qui, en regardant dans leur chapeau, vont sortir telle chose pour aider X ou Y. C'est faux. Il n'a pas le droit, notre cour n'a pas le droit de prendre des actes qui excluent. Référencier, je me réfère au préambule de notre Constitution pour le dire, puisque la Constitution refuse l'exclusion. Si notre Constitution refuse l'exclusion, la Cour constitutionnelle ne peut pas exclure. Si notre Constitution avait fait le silence sur l'exclusion, la Cour constitutionnelle peut recourir à l'exclusion. Or, il est écrit dedans qu'on ne peut pas exclure dans notre Constitution. D'où le faussaire numéro 1, c'est la Cour. Et cette Cour, présidée par Diogbenou, nous devons interroger, ils doivent répondre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que le certificat de conformité est un coup de force. La preuve, je l'ai dit plusieurs fois, le mal ici, c'est quand on prend la peine d'expliquer, les gens ne veulent pas écouter. Il faut que les gens, à partir de maintenant, commencent par écouter. La répétition est pédagogique, dit-on. C'est pédagogique, je suis enseignant, mais il faut que l'élève ne soit pas... Écoutez-moi, ce n'est pas le lieu d'employer des mots donnés, mais il faut que l'élève écoute. Il faut que les gens aient des cailloux dans les oreilles, comme on le dit. Donc, il y a ça, mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Il y a l'instrumentalisation, la réunion des présidents des institutions, on appelle conférence des présidents des institutions, qui valide l'exclusion. Il faut le communiquer, lui, par... Souvenez-vous du communiqué, lui, par Joseph Nyolofon. C'est gravissime. On ne peut pas le faire. C'est des choses tangibles qu'on peut toucher, que nous sommes en train d'évoquer. Et puis, regardez un peu. Quand je revois un peu l'image du président Talon, je ris. Ah oui. Je ris et puis je ris avec peine. Il y a quoi de drôle là-dedans? Mais c'est plus que drôle. Regardez, voilà quelqu'un qui a la présidence le 25 février 2019, dit à la classe politique, les représentants de l'opposition, mais si moi, j'ai envie d'aller aux élections, ce soir même je vais convoquer un congrès la nuit, faire le congrès la nuit et apporter le résultat le lendemain. Nous étions le 25 février à 19h, 20h devant lui à la présidence. Et il recommande qu'on aille tenir des congrès la nuit et lui a amené le papier. Il rusait. Et puis, à partir de cet instant, j'ai vu que ce n'est pas la peine. On ne peut pas faire de cette comédie à la tête de l'État. L'État est sérieux. La République est sérieuse. La musulmane ne peut pas venir là. Et le 11 avril 2019, il dit devant les caméras de l'ONTB, il dit devant tout le monde, oui, j'assume la responsabilité d'organiser des élections exclusives le 28 avril. C'est le comble. Hein? Et après, le peuple rejette ces élections.
cher ami. Pour la première fois, la Sénat, même tous qui sont manipulés ou non manipulés, personne n'est capable de dire que le score est un score respectable. La Sénat est autour de 20. La Cour constitutionnelle, malgré la dilution, l'élastique, a tiré, c'est 27. Alors qu'en réalité, c'est moins de 10%. Ah oui. Les deux réunis, c'est-à-dire les deux partis siamois réunis, moins de 10%. Vous savez, ce qui se passe, je suis sûr que Talon, son entourage, ne mesure pas la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Qu'un seul homme instigue deux partis politiques, deux formations politiques, lui seul, sachant pertinemment que c'est faux. Un homme ne peut pas être à la fois progressiste et républicain. Vous ne pouvez pas promouvoir une formation politique d'option idéologique, de profil politique et républicain, et promouvoir encore vous seul de type progressiste. Vous ne pouvez pas être capitaliste et communiste à la fois. Vous ne pouvez pas. Mais le danger, c'est que ce monsieur exclut tout le monde du Parlement, partage les 83 sièges que compte le Parlement béninois entre ces deux formations siamoises et devant tout le monde, va les installer en recourant 2 fois, à 2 reprises à l'armée. La première fois, le 1er 2 mai, pour semer la terreur, tuer, à Kadjaoum, ils ont tué, à Kandi, ils ont tué, à Parakou, ils ont tué, un peu partout, ils ont tué. Nous avons les noms, nous avons les documentations, et tout. Et pour pouvoir arriver à là, et pour la première fois en Afrique de l'Ouest, nous avons une démocratie sans parlement. Ce que nous enseignons en rigolant, une démocratie sans démos, sans le peuple. Parce que ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple. Ces 83 personnes ne représentent pas le peuple. Ni dans les faits, ni dans l'esprit, ni dans la lettre, ni dans rien. Ils n'ont même pas... Je connais quelqu'un qui est élu député avec 800 voix. Ah oui. 800. Un autre est élu député avec 150 voix. Mais c'est un scandale. Ces personnes-là, quand vous êtes arrivé à ce niveau où vous n'avez aucune représentativité, on vous a coopté, on vous a mis comme ça, et vous êtes 83 et dans cette situation, quelle personnalité, quelle autonomie, quelle liberté vous avez pour agir, décider au nom du peuple? Non. Il y a une privatisation du Parlement. Nous n'avons pas un Parlement. Donc, et pour y arriver, et on a tué d'abord les premiers et deux, mais on a barricadé, on a eu recours à la force pour pouvoir les installer. Vous savez, quand on commence par faire le récit de ces faits, il faut que les gens s'asseyent, prennent un peu de temps et écoutent. Et ce qu'on dit là, il faut que les gens aient le courage de dire, celle-là vous avez menti, M. Azanan. Personne ne peut le dire. Et Talon même sait que ce que j'ai dit est vrai. La preuve, on parle de passage en force. Il n'y a pas de passage en force en démocratie. C'est en dictature qu'on parle de passage en force. Toute personne qui agit comme il agit. Et puis, je parle aussi, il faut qu'on situe aussi les choses. On dit dans la sous-région, on dit que les gens sont des dictateurs. Non. Il n'y a de dictature que systémique. Ah oui. C'est le système qui est la dictature. Or, dans la sous-région, les autres pays n'ont pas un système de dictature. Et quel est parce le pays que qu'il a tous ont un parlement pluriel. Même si on peut dire le Parlement est muselé, même si l'opposition est minoritaire, mais au plus fort, Blaise Compaoré au plus fort, le Parlement burkinabé a toujours une composition plurielle.
On parle du Togo. Je n'aime pas parler des pays directement comme ça, et ce n'est pas bien, dit-on, mais parlons-en. Le Parlement togolais est pluriel. En Côte d'Ivoire, le Parlement est pluriel. Et au Bénin, donc? Nous venons d'avoir même le fils de Michel Gbagbo, qui est élu dans l'une des plus grandes circonscriptions. En Guinée, le pays concite souvent, le Parlement est pluriel. Et au Bénin, comment est le Parlement? Le Parlement est monocolore, c'est un seul individu. On ne peut pas accepter, c'est une dictature. C'est pour ça qu'il faut faire une lecture entre démocrature et dictature. Donc le Bénin est en pleine dictature, archaïque, rétrograde. Oui. Ce n'est pas une dictature simplement que nous avons. Nous avons une dictature archaïque, rétrograde, qui est plus rétrograde, plus minable que ce qui existait en Angleterre avant l'avènement de Jules Santerre, avant l'avènement même de la démocratie, la révolution, l'essence même de la démocratie. On ne va pas faire de l'historiographie parlementaire ici, mais nous n'avons pas de parlement ici. Tout le monde vous dira, les plus basiques documents vont vous dire, un parlement, c'est l'ensemble du peuple réuni. J'ai souvent l'habitude de citer Kant. Monsieur Candidat. Ce n'est pas un parlement. Nous n'avons pas de parlement. Vous l'aviez déjà répété à plusieurs reprises, monsieur Candidat Sanaï. Bon, mais là, c'est un fait désormais. Vous jurez que le Bénin n'a pas de... Je ne jure pas, c'est les faits. C'est voilà. Factuel. Alors, vous aviez évoqué tantôt un État démocratique, les conditions d'un État démocratique, et vous aviez décrit aussi ce que c'est que la dictature. Et donc, à vous suivre, M. Zanaï, c'est à croire que la démolition de l'héritage de la conférence nationale a été inaugurée sous l'ère des réformes en général, et particulièrement celle du système partisan et du code électoral. N'est-ce pas là un faux procès que vous faites à l'actuel régime? Non, pas du tout. Ce n'est pas un faux procès. C'est une préméditation. Lorsque Talon parlait de réforme, il ne parlait pas de réforme dans l'intérêt de la population. Il parlait de réforme dans ses propres et uniques intérêts. Ah oui? C'est un prétexte. Et vous comprendrez facilement ce qu'on est en train de dire. Regardez les réformes au niveau des lois. Ça a donné quoi? On a rogné les libertés. On a rogné les libertés pour avoir quoi? Pour semer la terreur, de manière générale. Les réformes au niveau économique, ça a donné quoi? On est dans l'omerta financier et économique. Parce qu'on dit, dans ce pays désormais, lorsque on va emprunter de l'argent, lorsqu'on va faire des choses, on dépense, on signe, et c'est 90 jours qu'on rencontre au Godillot. Qui sont ces Godillots selon vous? Ce Parlement, ces députés sont tous des députés Godillots. Il n'y a pas un seul dedans qui représente le peuple. Alors, quelle réforme a été dans l'intérêt du peuple, ce que j'appelle souvent l'intérêt général? C'est d'ailleurs pour ça que lorsque j'ai démissionné et que je dois tenir le premier congrès du parti, le 3e congrès ordinaire du parti, nous avons mis sur le thème crédibilité et confiance publique. S'engager pour l'intérêt général. C'est très fondamental. Nous sommes sortis de l'intérêt général sur tous les plans. Du point de vue finance, je vous dis comment on tourne vers l'endettement pour faire le PAG. Or, l'endettement pour faire le PAG est une exposition des générations futures qui vont être obligées de payer. Qui vont être obligées de payer cher. Nous préparons une bombe, c'est-à-dire ce régime prépare une bombe actuelle et future. C'est totalement inadmissible. Et lorsqu'on parle des réformes sur le plan des lois, je vous ai décrit ça, mais lorsqu'on parle des réformes sur le plan du système partisan que vous avez évoqué du code électoral, quelle est cette réforme du système partisan pour laquelle on a été obligé de tuer, mais qu'on n'a pas atteint l'objectif? On a été obligé de tuer pour avoir un parlement, 2 partis politiques propres et soumis au chef de l'État. Soumis à telle enseigne que ces 2 partis politiques ont désiré le même candidat qui se retrouve être le chef de l'État pour faire la simagrée
vernissage, de falsification. Vous voyez, il n'y a rien. Le système partisan, la réforme, même, ça n'en donne rien. Sur tous les plans. Pour vous, ça a été un fiasco. C'est un danger, c'est un flop. C'est un flop. Parce que ceux qui sont en train de faire ça, le chef de l'État, eux tous, ceux qui sont en train de faire ça, ils savent qu'ils s'amusent, qu'ils sont en train de comédier, de faire de la comédie sur le dos du peuple. C'est ce que j'appelle les bobos diouf, ils font des scénettes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aboutir à une réforme où on a dit, le but de cette réforme, c'est que désormais, les candidats aux élections présidentielles soient issus des formations politiques. Le chef de l'État est issu de quelle formation politique? Il utilise le logo de quelle formation politique? Alors que c'est du, on appelle ça du bluff, du toll. C'est ce que j'appelle de la voyoucrasie politique. Ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est du factuel, ce qu'on est en train de dire est du factuel. Tout est du faux. Même moi j'étais devant le chef de l'État le 25 février avec une délégation que je conduisais de l'opposition. Mais je l'écoutais. Heureusement que j'étais à la tête d'une délégation de l'opposition. C'était la délégation de mon parti, moi seul. Je me serais levé et parti. Pourquoi? Parce qu'il a tenu des propos que quelqu'un bâti moralement ne peut pas dire. Vous savez, une petite parenthèse. Voilà un monsieur qui dit, monsieur Azanaï, et votre parti, vous avez mis des mineurs sur la liste. Votre parti, des mineurs. Il n'y a aucun mineur sur la liste. J'étais obligé de dire, mais monsieur le président, vous me connaissez, vous savez que je suis très pointueux. Il dit, oui, vous êtes pointueux, mais vous n'êtes pas seul. Et quelques mois après, mon staff, ceux qui me conseillent, me dit, bon, on va tester quelque chose. On remet exactement le même dossier, on va voir leur réaction. Ils ont dit qu'il n'y a pas de mineur. Le même dossier qui est chez eux. On dit, bon, les personnes que vous avez citées, 2 personnes que vous avez citées comme mineurs, alors que on demande 15 personnes par commune. Il n'y a pas une commune où je n'ai pas 19 ou 20. Le parti n'a pas 19. Donc même si on arrivait 2 ou 3, on a toujours les 15. Mais les miens ont dit, bon, alors leur demander que nous, les noms qu'ils ont identifiés, on enlève. Ils ont dit non, ce n'est pas des mineurs. Vous voyez, tout ce qu'on vous parle de réforme du système partisan et du code électoral, c'est pour voler le pays, voler le pouvoir, faire du pouvoir personnel. C'est pour ça que je ne peux pas rester. Regardez même la LEPI. Quand cette affaire a commencé avec le RAVIP, j'ai alerté tout le monde il y a 3 ans. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Un candidat dit qu'il est candidat, il dit on peut voter avec des pièces périmées. Le chef d'État. C'est-à-dire normal, qui a tous ses sens, un chef d'État qui a tous ses sens, qui est normal, qui réfléchit bien. Il dit comme ça. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui aurait poussé le chef de l'État, candidat à sa propre succession en campagne, à tenir ce genre de propos? Il n'est pas en campagne. Il veut falsifier, il veut vernir, il veut cacher son coup d'État. Talon n'est pas en campagne. C'est une campagne, ça? Talon est campagne. Donc, le niveau politique de Talon est à Gossa. Mais écoutez, donc, la popularité de Patrice Talon est exactement la popularité d'Agossa. Ah oui? De Kowe. Ce que vous dites là est assez grave, monsieur. Non. Mais puis c'est ça. C'est-à-dire, il ne peut sauter qu'avec Agossa et Kowe. Il ne peut courir qu'avec Djemba et qui est encore l'autre là? L'autre qui fait des lectures bizarres à l'Assemblée là. Vous voulez parler de comment on l'appelle là? Oui. Mais écoutez, donc, si on dit, nous allons faire une compétition, c'est-à-dire, Talon ne peut courir et compétir avec ces personnes. Oui, monsieur candidat Zalaï, n'est-ce pas là un dénigrement non, ce n'est pas un dénigrement, c'est les faits. Écoutez, quelqu'un dit, je suis chef d'État,
Mais il dit qu'il est un compétiteur né. Et il a ajouté quoi? Ah là, Il a dit, oui. si vous n'avez pas de concurrent, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Et il dit avant ça, et pour le faire, il faut détruire tout le monde. Il faut mettre tout le monde à sa solde. Il faut déstabiliser les partis politiques. Les hommes. Et il a dit, c'est sa profession de foi. Et vous le voyez. Il n'a personne devant lui. Parce que, regardez, qui est devant là? Là. Le Bénin est descendu comme ça, à ce niveau. Le Bénin, c'est ça, le Bénin. C'est ça, le Bénin. Mais c'est de la clownerie. Mais sortons de ce registre, c'est-à-dire, évacuons ça, laisse ça. Et puis, abordons les sujets. Mais il y en a de ces duos qui se réclament de l'opposition. Et qu'est-ce que vous en répondez, vous? Mais écoutez, d'abord, vous connaissez ma doctrine. L'opposition face à une dictature est complice 3 fois. Est complice par la complicité consciente, par ignorance ou par traîtrise. Je l'ai dit, et puis c'est dans une déclaration majeure publiée le 9 juillet 2020. Une déclaration de la résistance que le président Soglo a demandé de porter au statut de manifeste de la résistance sur ce qui se passe, l'alternance. Donc, rien ne s'appelle opposition lorsque nous avons une démocratie. J'ai reçu plusieurs personnalités ces 2 dernières années qui, sous le couvert de l'opposition, sont venus me voir pour dire, ben, je vais si. J'ai dit non. Vous n'irez nulle part. Vous êtes en train de ruser. Vous savez même que vous ne voulez pas être président. Vous voulez rentrer dans le jeu, rentrer dans le fichier, négocier des strapontins, soit d'ambassadeurs, soit de ministres, soit de DG et autres là. Je ne joue pas à ce jeu. Je n'ai pas un problème d'ambition. Donc, quand on parle d'opposition, lorsqu'une dictature est installée, comprenez que c'est un faux jeu. Même ceux qui sont de bonne foi dedans sont inconscients. On devrait parler de quoi? Lorsqu'une dictature est installée, oui, et qu'on a les preuves factuelles, ce n'est pas de l'affabulation, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et Talon, on l'a vu, il y a une panoplie de lois iniques, la transformation de l'état de droit en état de loi, je l'ai démontré. Il y a aussi l'exclusion, la suppression de toute voix dissonante, divergente au sein du Parlement, donc un Parlement monochrome, c'est de la dictature. Les lois, les institutions, tout et tout sont défigurées, mises sous boisseau, à la solde du chef de l'État. Quand on en arrive là, à là, on est dans une dictature. Et quand on est dans une dictature, on ne parle plus d'opposition. Tous les responsables d'opposition se transforment rapidement et instantanément en encadreurs de mouvements de résistance. ah oui. Nous devons être des leaders, des encadreurs de mouvements de résistance. Parce que c'est le peuple qui doit être instruit, formé, éveillé et prendre la posture générale au sein de la population de la résistance. Et les leaders deviennent des encadreurs de la résistance nationale. Parce que lorsqu'une dictature est installée, il est inscrit dans tous les documents. Il a institué ceci, il a écrit ceci et recommandé ceci. Le leader ne doit pas affronter le dictateur. Le leader de la résistance, qui encadre la résistance, ne peut pas affronter en face, de manière frontale, le dictateur. C'est interdit. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est interdit parce que s'il affrontait le dictateur directement, il est poussé à l'exil. Vous avez beaucoup qui sont à l'exil. S'il affronte directement le dictateur, il est en prison, s'il a la chance. S'il affronte directement, il est tué. Il est humilié. La littérature est là. Lorsque la dictature est installée, on recourt au peuple. Or, le recours au peuple est un travail technique, scientifique, qui passe par le discours, c'est-à-dire l'éveil du peuple. Il faut aller se plaindre au peuple. Il faut aller dire au peuple, voilà ce qui se passe. Et ça passe par le discours, l'organisation.
Parce que c'est le peuple qui affronte le dictateur. Ce n'est pas l'individu qui affronte le dictateur. Et dans ces conditions, lorsqu'on est dans la posture de résistant, d'encadreur du peuple, on baisse le drapeau des ambitions personnelles, des calculs personnels, des agendas privés. Écoutez, chers amis, si Mandela avait dit au début de la lutte, je veux être président de l'Afrique du Sud, il serait sacrifié par ses propres compagnons. Personne n'allait le suivre. Si De Gaulle avait dit, écoutez, moi De Gaulle, je vais être président de la France, personne n'allait le suivre. La résistance n'est pas une ambition personnelle. J'ai pris le temps de l'expliquer. Les gens ne veulent pas comprendre. Ils vont comprendre. Je peux refuser à personne de faire ses propres expériences. Monsieur Candide Azanaï, les gens ne veulent pas comprendre, dites-vous. Là, ce n'est pas presque, suis-je tenté de dire, n'est-ce pas là un aveu d'échec, parce que je voudrais rebondir pour vous demander, au regard de l'état disparate de cette classe politique, qu'elle soit de l'opposition ou de la résistance, est-il encore possible de réaliser l'union sacrée que vous ne cessez d'appeler de tous vos voeux? Oui, monsieur. Oui, c'est facile. Vous savez, il ne faut jamais refuser à quelqu'un de faire ses propres expériences. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Si tu fais comme ça, voilà ce qui va arriver. Mais si c'est un adulte, quelle prise vous avez? Vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais vous avez l'obligation de dire à la personne, si vous passez comme ça, voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience personnelle. Rien ne vaut l'expérience. Les gens vont faire leur expérience. On dit qu'il y a une dictature, quelqu'un se lève et dit « je veux être candidat contre une dictature ». Pour moi, c'est de l'apparition. C'est pas compréhensible. Moi, je ne comprends pas. Et c'est après de mes expériences que j'ai dit « je ne comprends pas. Comment vous pouvez être candidat contre un dictateur ?» Vous n'avez pas la loi de votre côté. Vous dites que les lois sont des lois iniques. Et vous voulez être candidat sous ces lois. Vous n'avez pas la Sénat. Vous voulez être un Sénat des fautes mineures, des fautes majeures. Une Sénat de curseurs variables selon qu'il s'agit du pouvoir ou du non-pouvoir. Vous n'avez pas. Vous n'avez aucune institution. Vous n'avez rien. Et puis ce qui est grave, voilà un monsieur qui installe un parlement unique qui, au-delà de ça, modifie les lois et au lieu de lire des maires, il désigne les maires en violation de la Constitution. Donc, il leur donne le pouvoir de désigner les candidats, le fameux parrainage. Et vous êtes là. Vous croyez que ce monsieur va dire, bon, venez, j'ai fait tout ça. Venez, je vous donne les parrainages, venez être candidat contre moi. Mais je n'ai pas compris pourquoi les gens étaient dans ces schémas. Mais je n'ai aucune prise sur les gens. Il m'appartient simplement de leur dire, c'est du pipeau, vous n'irez nulle part. Mais lorsqu'on le leur dit et qu'ils s'entêtent pour aller, ils sont en train de faire quelque chose de grave. Contre eux-mêmes, ils s'exposent. Non seulement ils s'exposent, mais ils rendent flou aux yeux du peuple la lisibilité de la lutte. C'est ce que John Milton disait. Et il y en a qui percent les yeux au peuple et après disent que le peuple est aveugle. Les comportements non lisibles sont des actes qui percent les yeux au peuple, qui aveuglent le peuple et qui empêchent le peuple d'avoir une lisibilité. Et tant que le peuple n'a pas une lisibilité, ça favorise les actions du dictateur. En réalité, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas Talon qui est fort, Talon n'est pas fort. Non seulement Talon est faible, mais il est dans un schéma d'abus de sa faiblesse qui pense être une force. Parce que n'ayant rien devant, c'est le bris, l'absence de censure, l'absence il n'y a pas de mesure. Il s'enfonce. Il s'enfonce. Et vous allez voir que c'est tout ça qui donne l'impression que, écoutez, c'est un monsieur fort, il n'est pas fort. Maintenant que les uns et les autres ont fait leur expérience, nous sommes là. Est-ce que maintenant, ceux qui disaient je veux être candidat sont candidats? Maintenant. Ils ne sont pas candidats. Alors, il aurait fallu que ces personnes ne rentrent pas dans ce jeu. Parce que ce jeu profite aux dictateurs.
Parce que ça lui permet, lui, de se valoriser, de dire, oh, ok, moi je suis démocrate. Je compétis avec des gens. C'est ça le danger. Et je l'ai dit, signé dans une déclaration majeure datée du 9 juillet 2020. Cette déclaration existe sur ma page. Donc, tout est dit. Moi, je crois que vous posez une question un peu que je comprends. Est-il possible? Oui, il est possible que nous nous retrouvions. Mais cette fois-ci, que nous nous retrouvions sur la base de l'intérêt général. Pour aller à l'intérêt général, c'est-à-dire rétablir la démocratie et l'état de droit, qui passe par 3 choses. Soit Talon recule, soit il est chassé. Et c'est le peuple qui doit le faire. Il n'y a pas une autre option. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire maintenant que tout le monde est clair, que nous ne sommes pas dans une élection, que tout ça est du faux, et que Talon est dans un coup d'État. Et il est tellement, il fait tellement, je ne sais pas, je ne veux pas employer des mots parce qu'on dira qu'il est toujours président, mais je ne veux pas employer des mots. Mais est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est de l'ignorance? Je ne sais pas. Il va jusqu'à, si vous permettez, il va jusqu'à mettre le 11 avril comme une date électorale. Mais c'est faux. Le 5, son mandat est parfait. Donc, tous ceux qui faisaient l'errance oppositionnelle et qui sont de bonne foi, je dis toujours qu'ils sont de bonne foi, nous devons nous retrouver. Ceux qui sont de mauvaise foi, on ne se retrouvera jamais. Oui, et c'est ceux-là qui sont ceux que le dictateur a appelés pour servir de dentelle ou de bouton ou de parure. Monsieur moi j'ai espoir. Monsieur Candidat Zanaï, vous l'avez reconnu, il y a quelques problèmes au niveau de l'opposition. Vous avez parlé même d'errance oppositionnelle et que les enfants prodiges peuvent revenir à l'absence. Ce ne sont pas des enfants prodiges, c'est des adultes qui ont fait leur expérience, qui se sont sauvés par l'impasse. Très bien. Alors là, ceci inéluctablement met à nu une réalité de mon point de vue. C'est-à-dire que l'opposition est à la croisée des chemins. Alors, dans ces conditions, l'épreuve vous part la nécessité de changer de paradigme, recharger votre batterie stratégique face au régime dit de la rupture, ou alors y a-t-il pas un flou qui entoure les actions parfois éparses sur le terrain, les actions menées par l'opposition ou la résistance, ou alors ne sommes-nous pas en présence d'une autre forme de stratégie? Parce que là, à vous entendre parler, vous êtes revenu sur certaines directives que le peuple ou la population connaissent déjà de la résistance. Alors, ceci nous amène à nous interroger. N'est-il pas temps pour l'opposition ou la résistance de changer de paradigme, monsieur Candidat Zanaï? Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire aux gens, les gens vont dans l'espace, hein, les gens vont dans la Lune, sur la Lune du moins, sur Mars et autres là. Tout est écrit, cher ami. Nous n'inventons rien. Ce que moi je dis, je n'invente rien. Il y a une expertise qui est là. On ne s'oppose pas à une dictature. À une dictature, on résiste. Et celui qui résiste face à une dictature, c'est le peuple. Et quand il y a démocratie, c'est le parti, les hommes, les leaders qui s'opposent. Un peuple ne s'oppose pas. Un peuple ne s'oppose pas. C'est des partis qui s'opposent. Et là, nous sommes dans la démocratie. Je viens de le répéter encore. Mais lorsque nous sommes dans une dictature, c'est le peuple qui résiste. Et la résistance, dans le cas du Bénin, a un objet qu'on connaît. L'objet, c'est le rétablissement de l'état de droit, la réhabilitation de la démocratie. C'est ça l'objet principal. Et il y a des objets qui sont venus. Les lois iniques. L'abrogation de toutes les lois iniques. Cette abrogation est sous-jacente au rétablissement et à la réhabilitation de la démocratie. Mais il y a d'autres faits. Les tueries. Je viens de dire, il faut réhabiliter la mémoire. Il faut sanctionner les victimes. Il faut aller au dialogue. Les auteurs, il faut sanctionner les auteurs, j'allais dire, excusez-moi. Je vous remercie d'ailleurs. Il
faut sanctionner les auteurs, puisqu'on connaît les auteurs. Vous savez, le principe d'ouverture de feu, de recours à la force et aux armes, c'est encadré par au moins 2 tests. Un test international qu'on appelle le protocole de Havane. Et il y a un test béninois qui est le décret portant maintien d'ordre au Bénin, qui est un décret de 2005 sous Kérékou. Personne ne peut faire ce qui s'est passé là, les premiers et deux. Personne. Même lorsqu'on sonne le recours à l'utilisation des armes à feu. Vous faites allusion aux événements du 1er et 2 mai 2019. Et il y a le protocole d'ouverture de feu. Il y a un protocole où l'officier chargé de l'autorité publique, en l'occurrence le préfet ou le maire, doit être revêtu de l'uniforme, avoir le clairon et parler dans une langue audible et compréhensible, s'assurer que les populations, les manifestants ont compris. Avant de faire les sommations régulières de 3 fois, et même là, personne ne peut tirer sur l'autre s'il ne s'est pas assuré que l'autre est armé et diriger son arme soit sur un autre, soit sur les forces. Est-ce qu'on a eu ça? Deuxième chose, il y a la proportionnalité. Et troisième chose, tous ceux qui sont dédiés au maintien d'ordre, c'est un corps spécial qui suit une formation périodique et qui est soumis à des tests psychologiques pour voir si ce n'est pas des déréglés, des timbrés qui sont envoyés. Mais la République est codifiée, c'est pourquoi c'est la République. On ne remet pas les armes ou l'autorité dans les mains de n'importe qui. Oh, vous voyez ce qui s'est passé. Alors, il faut situer les responsabilités. Et les personnes existent, on peut appeler leur nom. On peut appeler leur nom. Le chef d'état-major de l'armée de terre doit s'expliquer. Il ne peut pas être silencieux. Puisqu'on a vu des scènes de guerre, on a vu des armes, des scènes de guerre, en plein jour, les vidéos existent. On n'a pas trouvé autant d'éléments, ni sur Gbagbo, ni sur le Blé Goudin, avant de qu'ils passent devant une juridiction internationale pendant plus de 7 ans. Mais à ce propos, au niveau de la résistance, avez-vous engagé des actions? Écoutez, il y a le chef d'état-major de l'armée de terre. Il y a le cabinet militaire du chef de l'État. Ils doivent s'expliquer. Si Baguidi Prustier doit s'expliquer, il faut qu'il s'explique. Bada Bété doit s'expliquer, il faut que Bada Bété s'explique. Dans quel cadre, s'ils doivent s'expliquer, ces personnes que vous citez, il doit y avoir un cadre adéquat, un cadre approprié pour le faire. Vous savez, je donne ces 2 noms. Mais il y en a beaucoup qui doivent s'expliquer. On doit pouvoir demander à certains officiers où est-ce qu'ils étaient le premier là, la nuit du 1er au 2. Où est-ce qu'ils étaient? Et les noms existent. Les noms existent. On ne peut pas, je n'accepterai pas que dans une république, on prenne les armes de la République pour tirer sur les citoyens. Les armes de la République ne sont pas les armes de talon. Et l'armée de la République n'est pas l'armée de talon. Le chef d'état-major général des armées doit s'expliquer. On doit auditionner chacun d'eux. Il y a 2 ou 3 personnes dont je ne donne pas les noms. Mais les noms existent. Mais ces faits sont assez graves, ce que vous dites en tant qu'ancien ministre posez la de question. la Défense. Ce n'est même pas ancien ministre de la Défense. Abou Issa était où? Le 1er et 2. Surtout la nuit du 1er et 2. Il était où? Posez-leur la question. Posez-leur la question. Et quels sont les rôles joués par Yahya Soumaïla?
ça, ce sont de graves accusations. Je pose des interrogations parce qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Abou Issa doit parler. Baguiti Fructueux doit parler. Bada Bertin doit parler. Et je dis, il y a 2 ou 3 dont je tais encore leur nom. Parce qu'ils doivent parler aussi. Mais dans quel cadre ces personnes devraient être interpellées? Dans quel cadre? Si nous n'étions pas sous une dictature, Oui. le procureur de la République devait les interpeller parce que une enquête en bonne et due forme devait situer et défendre le citoyen qui est tombé, qui est victime. Le citoyen, la République doit protection aux citoyens. Mais lorsqu'on dit les résultats de la justice, quand vous voyez, cela pose un problème. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Moi, tout ce que je fais, je le fais pour la République. Je le fais pour que ceux-là qui doivent être interrogés soient protégés dans le futur, parce que la roue tourne facilement. Je me souviens, j'étais au Parlement, quand les gens étaient au pouvoir, ils nous méprisaient, ils nous piétinaient. Je leur ai dit, mais écoutez, c'est maintenant que vous êtes forts, que vous allez faire des lois pour vous protéger quand vous ne serez plus forts. C'est pour ça l'alternance. L'alternance, la mystique de l'alternance, c'est pour que celui qui a été fort devienne faible, celui qui a été faible devienne fort, et qu'en réajustant, on arrive à une stabilisation de la loi pour que la loi soit le centre de gravité entre le fort et le faible. C'est ça la question même, la mystique de l'alternance et en démocratie. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. On ne dit pas, jusque-là, je n'accuse personne. Je dis de poser des questions et que ces personnes-là disent où est-ce qu'elles étaient en tant que militaires. Et qu'on nous réponde. Les gens qu'on a vu tirer là, ils sont venus de quel pays? C'est des Chinois, des Rwandais, ils sont de quel pays? Oui, on vous aura compris. On n'accepte pas. Monsieur le candidat Zanaï, je voudrais vous inviter à vous soumettre à un exercice. Il s'agira pour nous de faire la revue des faits marquants de l'actualité. Vous en aviez vécu ces derniers moments. Il y en a qui vous ont particulièrement marqué, surtout au Bénin. Et je voudrais vous demander quels sont les faits qui vous ont marqué ces moments-ci. Est-ce que vous pourrez revenir sur ces faits et pourquoi ils vous ont marqué? Écoutez, c'est une sorte de colle, hein? Oui. Le fait majeur pour moi, c'est le coup d'État en perpétration. Nous sommes dans un coup d'État. C'est un coup d'État. Ce que Patrice Talon fait est un coup d'État. Nous sommes dans un coup d'État. Le fait majeur, c'est un coup d'État. L'autre fait majeur, c'est la prolongation du mandat de quelqu'un qui a été élu pour remettre le pouvoir le 5 avril. Vous parlez de l'actuel président de la République. Patrice Talon a été élu pour 5 ans, jour pour jour, qui finit le 5 avril. 2021. Un fait majeur, c'est qu'est-ce qu'il devient. Après le 5, il est le président de qui? C'est-à-dire, quand nous allons passer le 5 avril, Talon est le président de qui? C'est la question qui est posée. De qui, en tant qu'individu à nommer, de qui en tant que peuple? Quel peuple l'a élu pour gouverner le pays le 7, le 8, le 9, le 10, jusqu'à avril, jusqu'à mai, juin, juillet, août, septembre, à l'infini? Quel peuple l'a élu? C'est là où il faut interroger le serment de l'article 53 et son mandat et le peuple. C'est ça que j'appelle des abus de l'ignorance de ce qu'est la conférence nationale. On ne peut pas faire ça. Je me demande ceux qui conseillent, ou bien personne ne conseille le président Talon. Il pouvait faire ces élections avant avril, et puis on comprendra. Il va être président de qui? De quel peuple? De comment? C'est un fait majeur. Mais ce fait majeur, M. Azanaï, vous l'aviez évoqué,
dans votre dernière déclaration en date du 27 mars 2021, où vous évoquiez déjà la nécessité de recourir à l'article 66 de la Constitution. Y a-t-il péril en la demeure à ce point? Vous savez, moi je n'ai pas inventé l'article 66. Je reconnais que j'ai été à la conférence nationale. Je reconnais que nous avons pris plusieurs décisions là-bas. Je salue ceux qui ont transcrit cette décision en constitution. Je salue ce peuple qui a adopté cette constitution et qui a mis dedans que cette constitution est la loi de l'État, loi suprême de l'État, étalon après serment. Et là, après serment, devant Dieu, devant les mânes de nos ancêtres et devant le peuple, Oui. de respecter cette constitution, de ne se laisser guider que par l'intérêt suprême de la nation. Et que s'ils succombaient, qu'ils subissent les rigueurs de la loi. C'est ce que la Constitution, sur son serment, a dit. Ce monsieur-là, qui a prêté ce serment-là, le 6 avril, là, il est dans quel serment? C'est là les questions qu'il faut se poser. C'est des faits majeurs. On peut également citer un autre fait, qui est un fait majeur. C'est comment le bourreau veut profiter un peu de certaines situations pour se faire passer pour victime. C'est-à-dire, vous voyez, ceux qui sont des bourreaux, des violents, ils veulent se faire passer pour victime en pensant que leur conception de la paix, qui est une paix armée, avec des chars, avec des militaires, avec la terreur, avec l'instrumentalisation de la justice, de l'administration, de tout, ils pensent que c'est une paix armée qui est la paix qu'ils vont imposer aux victimes. C'est ça qui fait qu'ils ont commencé, si vous observez très bien, ils ont commencé par chanter paix, si. Non. Il y a une différence entre la paix armée, qui est une violence exercée, lorsque votre paix armée est un enfer pour les autres. Et c'est ce que Patrice Talon et toute la rupture essayent de vous le faire. C'est ça, il passe partout. Taisez-vous, si, il y a ça. Quelle est cette paix armée? La paix armée, je l'ai dit dans une déclaration, dernière fois, est la violence exercée sur l'ensemble de la communauté lorsque votre paix est l'enfer pour les autres. C'est un fait qu'il faut dénoncer et dénier à Patrice Talon, aux gens de la rupture, cette notion de paix armée. La paix armée est une violence. Je ne cesserai jamais de le dire. Donc c'est un fait majeur. Le bourreau, les tueurs de citoyens, ceux qui font exiler les citoyens, ceux qui réduisent la liberté des citoyens, ceux qui gèrent le pays dans l'opacité totale, ceux qui érigent l'omerta au sommet de l'État comme règle, ceux qui pensent que nous devons retourner au PAPB de triste mémoire, ceux qui profanent la conférence nationale, ne sont pas qualifiés pour parler de paix aux Béninois. La résistance que nous conduisons, sur le journaliste, puis ceux qui nous suivent, a été toujours décrétée, annoncée et conçue dans un format non violent. Et je l'ai toujours dit que nous, pour venir à bout de cette grégaire rupture, nous n'avons que le discours et les principes. Le maniement du discours à partir des principes. J'ai toujours cité un auteur, Thomas Paine, en disant une armée de principes peut bien aller là où une armée de soldats ne peut pas aller. Donc, les pacifiques, c'est nous qui demandons une paix consensuelle. Les violents et les violateurs sont ceux qui pensent que la paix est la paix armée. Et ça, c'est regrettable. C'est un fait qu'il convient de citer, de combattre. Voilà un peu ce que je peux ajouter comme aussi. Il y a des faits, mais je ne veux pas venir, comme je l'ai dit tantôt, surtout. Mais il ne faut pas que ceux-là qui sont nostalgiques du PRPB viennent nous parler de pensée unique, de dictature, de despotisme. Ceux-là qui sont des auteurs de lois iniques, autocratiques, totalement despotiques, j'allais dire, viennent nous parler de paix.
ils sont des gens violents et violateurs. On vous aura compris, Monsieur Candidat Zanaï, nous tendons vers la fin de cet entretien. Je voudrais pouvoir vous demander de regarder dans cette caméra et de dire 2 petits mots aux populations, à vos fans, à tous ceux qui vous aiment ou à tous ceux qui aimeraient vous voir vous exprimer. Voilà la caméra. Écoutez, ce que j'ai dit, d'abord je voudrais vous remercier de l'entretien que nous avons et dire franchement que nous sommes dans un coup d'État en perpétration. Un coup d'État complexe qui a réuni tous les aspects possibles de coup de force. Administratif, juridique, constitutionnel, et militaire et tout. Et que nous sommes aux portes du 5 avril. Ce qu'on vous présente comme une élection n'est pas une élection. Une campagne n'est pas une campagne. C'est pour falsifier, vernir un coup d'État. Donner l'impression que ce n'est pas un coup d'État, mais c'est un coup d'État. Et allons à partir du 5 avril à 24 heures, doit savoir, le monde entier doit savoir que c'est un coup d'État. Et c'est dommage parce que nous sommes la première démocratie pacifique en Afrique au sud du Sahara, issue de la conférence nationale dans le sillage de la chute du mur de Berlin et du célèbre discours de la Baule de François Mitterrand. Il semble que 30 ans après, les enfants, les survivants, les nostalgiques semblent revenir pour donner un coup de canif, un coup grave à notre avancée démocratique. Alors que dans le préambule de notre Constitution, il est écrit que nous devons être les pionniers de la démocratie en Afrique. C'est écrit. Donc, je pense que nous sommes dans une passe extrêmement grave. Notre rôle en tant que résistant encadreur est de conduire le peuple selon les dispositions de l'article 66. Nous étudions les manières de faire, la tactique pour qu'il n'y ait pas de pertes en vie humaine, de dégâts matériels et autres, mais que nous déboulonnions le système en évitant au maximum les dégâts matériels et humains. Et ce travail est en train de se faire méthodiquement, patiemment. Nous pensons que toutes les forces sincères, de bonne foi, qui sont vraiment des forces tirées et mues par l'intérêt général, vont rejoindre cette conception, cette action qui est en train de se faire. Et nous pensons que dans le monde entier, les peuples organisés, disciplinés, courageux, avec des dirigeants intègres, arrivent toujours au bout des forteresses despotiques qui se croient les plus puissants. Je voudrais dire à notre peuple que Talon n'est pas fort, il est très vulnérable, parce que non seulement il n'est pas prudent, il avance, il compte sur la porosité morale de certaines personnes qui se disent de l'opposition, mais il n'ira nulle part. Il y a beaucoup qui sont de bonne foi. Malgré que des gens aient eu à faire leur expérience, ils savent maintenant ce que nous avons vu avant eux et il serait normal qu'ensemble, nous resserrions les rangs pour mettre fin et déboulonner très rapidement et sans effusion de sang, sans casse, sans rien du tout, qu'on mette fin rapidement à ce régime pervers sur tous les plans. Voilà un peu ce que Merci, monsieur Candidat Zanaï. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.